Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire qu'on a ouvert un nouveau Discord. Rejoignez-nous sur Discord, il y a une ambiance de malade. Il y a aussi des abonnés qui sont aussi des jeunes youtubeurs qui prennent la parole. Ils sont les bienvenus pour participer à des lives. On discute théorie, volonté du feu, on parle de Dragon Ball, de One Piece, de plein d'autres mangas. Discord, c'est le feu les amis, rejoignez-nous, le lien est en description. Yo, Bakayalo Konoyalo. Bon, vous êtes prêts à regarder les aventures de Granola le Mandalorien? Comment il va basculer du côté obscur? Attention, bientôt on va apprendre que Bardock, c'est son père. Faites attention les amis. Oh, je déconne. Bon allez, review du chapitre 69 de Dragon Ball Super, et c'est parti! Granola qui revient sur la planète céréale, un extraterrestre qui ressemble à la fusion du poisson Oracle et Zeno qui vient pour l'accueillir. Bon retour Granola, pourrais-tu réparer l'aile gauche de mon vaisseau? Elle est un peu endommagée. Et Granola qui poursuit, je ne vais pas avoir de boulot avant un moment, donc prends ton temps. D'accord. Et Granola qui se promène dans un supermarché extraterrestre, c'est assez futuriste, il s'arrête devant une boutique, ça et aussi ça. Il aperçoit de l'eau et ajoute « Oh, et un peu d'eau de ton étagère supérieure s'il te plaît ». Ça marche. Et le marchand qui demande « Comment va le vieil homme en ce moment? Il ne vient plus trop en vide désormais ». Granola lui répond « Ses jambes lui font mal, mais sinon il va bien ». Et il ajoute « Il a plus de 500 ans ». Cependant, son peuple a une longue espérance de vie, alors ce n'est pas trop surprenant. Et le marchand qui demande « Pourquoi vous vivez tous les deux aussi loin dans la montagne au lieu de rester dans le coin avec nous? Nous, les Sugariens, on vous accueillerait les bras grands ouverts. » Et là, j'ouvre une parenthèse, Sugarien qui veut dire habitant de Sugar et qui veut dire sucre. Et ça, c'est marrant, parce que dans l'histoire des céréales, avant, il n'y avait pas autant de sucre dans les Frosties, Chocapic et compagnie. Maintenant, c'est blindé de sucre, parce que c'est le sucre qui fait que ça arrive à se vendre. Et bientôt, il y aura peut-être des Milkiens qui vont débarquer. Bah oui, Milk le lait, quoi. Enfin, bref, Granola qui décline son offre. Non, désolé, cette ville ne nous irait pas. Et Granola qui s'en va, à plus. Le Sugarien qui l'arrête, attends. Et avec un grand sourire, voici une bouteille en plus, offerte par la maison. Ils sont cool les Sugariens. Bon, après, c'est de l'eau du robinet, c'est pas non plus un cadeau de ouf. Tu vas me dire, mais c'est le geste qui compte. Et il le salue. Passe le bonjour au vieil homme de ma part. C'est intéressant de voir la ville. Franchement, moi ça me fait vraiment penser à Star Wars. Tu rencontres des nouveaux peuples qui sortent de l'ordinaire, t'as des décors originaux, c'est sympa. Parce qu'autrefois, nous explique Granola, après que notre planète a été ravagée par l'armée de Freezer, les Hitters l'ont raflée et ont débuté sa reconstruction. Les Sugariens avaient eux-mêmes perdu leur planète et erraient dans l'espace à ce moment-là. Donc, ils ont acheté cette planète au prix fort. Et Granola qui dit « Cet endroit est devenu leur maison, alors nous avons décidé de déménager dans cette montagne. » Granola qui contemple les ruines d'à côté, et avec plein de souffrance, cela me rappelle ce qu'ils ont fait à ma planète, de sorte que je n'oublie jamais. Et on peut apercevoir les mémoires de Granola, différents gorilles dévaster la ville. Ah, tu sens que Granola n'est pas en paix avec lui-même. Il fait des cauchemars, il se remémore des événements tragiques. Ah là là, c'est compliqué, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Beerus qui demande à Vegeta « Combien de planètes avez-vous détruites ?» Vegeta qui répond « Difficile à dire. Se battre était la seule façon de vivre pour mon peuple. Alors nous accumulions les péchés les uns après les autres. » Et Beerus qui est étonné. Péché? Hein? Cependant, ce n'est qu'après que le clan de Freezer soit entré dans l'équation, en nous utilisant que la destruction et l'invasion sont devenus un business comme un autre. Et Beerus qui provoque Vegeta. Tu essaies de rejeter la faute de tes actes malfaisants sur Freezer et les siens? Et Vegeta qui rétorque, pas du tout. Dans sa quête de pouvoir, mon père avait construit son royaume sur d'innombrables cadavres. La prise de contrôle du clan de Freezer n'a pas aidé, mais les germes du côté destructeur des Saiyans avaient déjà été semés bien avant ça. Et Beerus qui demande, alors c'était le destin des Saiyans de se faire anéantir? Et Vegeta qui confirme, je dirais que oui. Beerus qui semble agacé, ridicule. Peu importe, les problèmes de mon peuple ne sont pas vos préoccupations. Beerus qui s'énerve, je dis que c'est ridicule. Beerus qui balance une boule d'énergie vers une planète et celle-ci explose. Et Whis qui n'a pas l'air joyeux, honnêtement, à ce rythme, s'il continue à détruire des choses, nous serons à court de planètes avant de nous en rendre compte. Vegeta qui est étonné. C'était quoi cette technique? Comment puis-je acquérir un tel pouvoir? Et Beerus qui attrape la tête de Vegeta, il le plaque au sol. Vegeta qui ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Beerus qui lui dit, tant que le doute pèsera sur ton esprit, ce pouvoir ne sera jamais tien. Le doute, tu dis? Et Beerus qui précise, mis à part tes crimes, tu te sens également coupable des péchés de tous les Saiyans. C'est terriblement égocentrique de ta part, mortel. Et Beerus qui balance Vegeta contre un arbre. Beerus qui poursuit. Voilà une anecdote. Celui qui a suggéré à Freezer d'éliminer les Saiyans, c'était moi. Vegeta qui est surpris. Comment?
et Beerus qui menace Vegeta, je vais t'oblitérer à ton tour. Vegeta qui se transforme alors en SSJ Blue Evolution, il se met en garde. Il fonce pour mettre un coup de poing sur Beerus, mais Beerus bloque son coup. Vegeta passe alors derrière Beerus, il essaie de lui mettre un coup de pied, mais Beerus esquive, les mains dans le dos. Il repousse alors Vegeta avec ses 2 pieds, Vegeta qui balance alors des boules d'énergie, il fonce ensuite sur Beerus pour tenter de l'écraser avec ses 2 poings liés. Mais Beerus apparaît derrière lui en l'écrasant avec ses 2 pieds, et il lui dit clairement « Tant que tu seras piégé dans le passé, tu ne seras jamais capable de progresser au-delà ». Vegeta qui repousse tant bien que mal Beerus, il repart à l'assaut, Beerus qui attrape le bras de Vegeta et il lui balance un Hakai. Vegeta qui explose, il se retrouve au sol complètement défoncé. Et Goku qui fait une remarque, la technique favorite du seigneur Beerus, hein. J'ai un peu foiré la fois où j'ai tenté de la copier. Elle avait tout de même autant de pouvoir, bien qu'il ait ajusté pour qu'elle ne détruise que l'armure de Vegeta. Ce n'est pas un pouvoir qui se maîtrise facilement. Beerus qui explique: mon esprit est toujours en mode destruction et rien d'autre. Voilà pourquoi mon pouvoir n'a pas de limite. Et Beerus qui ajoute: écoute, si tu veux vraiment ce pouvoir, tu devras détruire toute pensée parasite et te recréer à partir de zéro. Avant la création vient la destruction. T'as compris? Et ça, les amis, c'est très intéressant. Parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Mais pour moi, pour maîtriser la destruction, c'est qu'en tête, tu ne dois penser qu'à la destruction. Donc, ça veut dire que d'un point de vue moral, t'as plus ta conscience. T'as plus de notion entre le bien et le mal. Donc, en fait, tu deviens un psychopathe. Parce que les serial killers, ils tuent sans morale, sans se soucier de la personne, des lois ou de la société. Tu détruis sans te soucier de rien du tout. En gros, tu tues l'autre comme si c'était un objet. Enfin, derrière, c'est quand même un humain. Mais t'es censé perdre cette notion d'humanité en toi. Et même dans l'ultra instinct, tu perds cette partie humanité. Mais par contre, là, c'est se focaliser sur la destruction. Et ce qui est intéressant, parce que du coup, est-ce que ça voudrait dire que Vegeta va redevenir méchant? C'est intéressant. Est-ce qu'il serait prêt à sacrifier tous les efforts qu'il a fait pour se faire pardonner des Namek, toute sa famille, juste pour avoir un gain de puissance? Ça, c'est une bonne question. Bon, il y a pas mal de gens qui me demandent, mais s'il maîtrise le Hakai, est-ce qu'il aura un power-up? Moi, je dirais que oui. Parce que le Migate no Gokui, l'ultra instinct, à la base, c'était juste faire le vide dans son esprit et esquiver par réflexe. Mais au final, t'as tout de même cette transformation en cheveux gris. Et ça, c'est fait exprès, parce que l'auteur veut marquer le passage d'une étape à une autre. Donc, pour moi, ce serait pareil pour Vegeta. Bref. Pendant ce temps, Elec et sa bande observent les mémoires de Seven Three. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oi qui demande: les prisonniers de la patrouille galactique étaient tous libres au même moment? Comment est-ce arrivé? Et l'un des sbires qui répond: selon les données de OG73-1, Moro a utilisé les pouvoirs de quelque chose du nom de Dragon Ball afin de libérer les prisonniers. Et Elec qui s'interroge: des Dragon Ball? Quelles sont ces choses? Et le sbire qui répond: des boules qui exaucent des vœux créés par les Namek. Elles peuvent exaucer n'importe quel souhait. Et Elec qui en déduit: cela pourrait expliquer certaines choses étranges qui se sont passées dans l'univers. Il y a des chances que ce soit les Dragon Ball qui ont ressuscité Freezer également. Elec qui est content. Hé hé, ce gars nous a fourni des informations encore plus précieuses que la localisation de Zuno. Des Namek, hein. Et Maki qui s'en souvient. C'est ça, ces gars verts qui partageaient la planète avec les céréaliens. Et Oil qui se demande: mais ça voudrait pas dire qu'ils sont une espèce éteinte aussi? Pas vraiment, je viens de me rappeler qu'il y avait un unique survivant, un vieux débris du nom de Monaito. Et là, j'ouvre une parenthèse, Monaito qui n'est autre qu'un mollusque préhistorique. Pour information, les noms comme Nail, Dende, les noms de Namek, ils font tous référence à des escargots. Et là, en l'occurrence, Monaito n'en fait pas exception. Et justement, sur la planète céréalien, un vieux Namek est en train de regarder la télévision. Et Granola lui rapporte de l'eau. J'ai de l'eau pour toi. Les deux se posent donc à table pour discuter. Et ton ami à l'épicerie te dit salut. Il m'a même donné une bouteille en plus. Non mais attention! Faut savoir que là-bas, l'eau ça coûte à peu près 10 €. La bouteille donc, c'est vraiment un produit de luxe par rapport à chez nous. C'est pour ça qu'ils sont aussi contents. Oh! Je n'y suis pas passé depuis un moment. Ces Sugariens nous traitent vraiment avec gentillesse. Et les deux poursuivent leur conversation. Tu repars tout de suite? Tu as d'autres boulots qui attendent? Non, j'ai du temps pour moi. D'une façon ou d'une autre, Freezer est revenu à la vie. Freezer, tu dis? Ai-je bien entendu? Ouais, c'est pour cela que tout le monde fait profil bas pour l'instant. Ce qui veut dire pas de boulot pour moi. Et Granola qui déclare clairement son but. Mais qu'il y ait ou pas de l'argent en jeu, je serai celui qui vaincra Freezer et ses sbires. Et Monaito qui lui répond: n'essaie même pas. Tu sais que tu n'as pas le pouvoir pour te mettre sur le chemin de Freezer. Et Granola qui commence à fixer une Dragon Ball. Dragon Ball a une étoile. Et Monaito qui comprend tout de suite.
Non, les Dragon Ball ne sont pas faites pour se venger. Et Granola qui répond ouais, je sais. Point épineux tout de même, puisque j'ai besoin de la seconde pour faire un vœu. Monaito qui confirme. Tout à fait, elle a disparu depuis 40 ans, sans doute nous la retrouverons jamais. Et Monaito qui explique écoute Granola, les Dragon Ball font partie d'un rituel afin de célébrer les braves guerriers Namek. Elles ne sont pas faites pour satisfaire un quelconque souhait égoïste. Une vingtaine de Namek vivaient ici sur la planète céréale, mais maintenant il n'y a que moi. Et Monaito qui ajoute quand je mourrai, ce sera la fin. Caput, les Dragon Ball partiront avec moi. Et Granola qui est désemparé. Mais et si je trouve l'autre boule et demande à ce que notre planète soit restaurée, comme elle était il y a 50 ans? Et Monaito qui rétorque alors qu'adviendra-t-il des bienveillants sugariens qui sont ici? Vas-tu les jeter hors de leur nouveau chez eux? Granola qui persiste avec Freezer. Alors Freezer et son armée doivent être éliminés. Comme je l'ai dit, la vengeance n'est pas la solution. Cela ne mène qu'à l'émergence de nouveaux ennemis. Et ensuite, et finalement, Granola qui s'y résout. Bien, tu as raison. Oublie les Dragon Ball et profite de tout ce que la vie nous a gratifié. Et pendant que Monaito dort, Granola tombe sur un flash d'information. Un jeune homme qui chassait des insectes dans les montagnes a découvert une étrange boule dans une fissure. C'est un cristal orange avec une sorte de marque à 2 étoiles gravée à l'intérieur. Granola qui réagit tout de suite. Il enfile sa tenue discrète, il se faufile derrière les bâtiments, il entre dans le centre de recherche furtivement et finalement, il parvient à voler la boule à 2 étoiles. Toute la ville est en alerte, mais Granola est déjà loin. Il se met à 4 pattes devant les 2 boules et il implore le dragon sacré pour exaucer son vœu. Ouais, comme une femme quoi. Mais bon, sauf que là, c'est pas vraiment un dragon sacré, c'est un axolot. Alors, pour information, un axolot, c'est ça. Et oui, regardez bien, c'est tout petit, c'est pas très impressionnant, il est évident que cet axolot ne pourra pas exaucer tous les souhaits. Son nom, c'est Tolombo, qui signifie trombone. C'est un instrument de musique. Tout comme toutes les créations des Namek, par exemple Polunga, le dragon des Namek signifie orgue. Orgue qui est aussi un instrument de musique. Et même les sbires de Piccolo Daimao, par exemple tambourine, eh ben ce sont des instruments de musique. Bref, Torombo qui précise « Tu as rassemblé les 2 Dragon Ball, formule ton vœu. S'il est en mon pouvoir, Et là encore, j'ouvre une parenthèse, quand il dit « s'il est en mon pouvoir », il est évident que cet axolote n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, on est d'accord. C'est pour ça qu'il le précise. Bref, s'il est en mon pouvoir, ton unique souhait deviendra un ordre. Et Granola qui crie « fais de moi le plus grand guerrier de l'univers !» Bon, les amis, on va parler un peu de ce chapitre. Très clairement, on assiste aux aventures de Granola. On en découvre plus sur lui, sur la planète, sur l'univers, Dragon Ball en général. C'est intéressant, ça prend une tournure un peu à la Star Wars, Mandalorian, tout ça. Bon, ça passe pour l'instant. Il n'y a pas encore de course de vaisseau ou de sabre laser, ça va pour l'instant. Mais bon, après, je vous cache pas que ça m'a un peu dérangé le fait qu'il y ait que 2 boules de cristal. Tu vois, il y en aurait eu 7, ils en auraient déjà 6 en leur possession, ça m'aurait pas gêné qu'ils trouvent la 7ème au hasard, tu vois. Parce que là, 2, comme par hasard, ils trouvent la dernière aux infos. Ça fait trop coïncidence. Alors que voilà, ça aurait été la 7ème boule qui découvre aux infos, pourquoi pas? Là, j'aurais accepté plus facilement. Mais juste 2 boules et la dernière, comme par hasard, direct aux infos, là, à ce moment précis, ça fait trop coïncidence pour moi. Bon, après, j'ai bien aimé que le dragon, ce soit un axolote. Ils ont même pas pris la peine de faire un dragon tellement il était faible. C'est marrant quand même. Bon, ensuite, le vœu, fais-moi le plus grand guerrier de l'univers, ça marchera pas, c'est sûr. De toute façon, Dragon Ball Super, il n'y a pas véritablement de puissance pure. On est vraiment dans la maîtrise divine. Tu vois, par exemple, Goku, en termes de puissance pure, je pense pas qu'il soit plus fort que Vegeta. Mais Goku, c'est grâce à la maîtrise spirituelle, à l'entraînement, c'est tout ça qui fait qu'il est meilleur que Vegeta. Donc, pour moi, au final, son vœu n'a pas vraiment de sens. Parce que pour être le plus fort, c'est plutôt, donne-moi plutôt la connaissance et l'expérience martiale de la maîtrise divine. Parce que ça, c'est le fil rouge de Dragon Ball Super. La maîtrise martiale de tout ce qui est divin. C'est-à-dire que, début Dragon Ball Super, Goku découvre Beerus et c'est là qu'il commence à apprendre le SSJ God, puis le SSJ Blue, puis l'Ultra Instinct. Il est vraiment dans l'apprentissage des techniques divines. Donc pour moi, c'est inconcevable de devenir le plus fort sans la connaissance et la pratique divine. C'est comme si là, t'effaçais la mémoire de Whis, et ben du coup, le mec il n'est plus tout le temps en Ultra Instinct et du coup, il se fait défoncer par Goku. C'est que la maîtrise divine et la pratique divine, elle est tellement approfondie chez ces gens-là qu'ils paraissent imbattables. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec Vegeta. C'est que lui aussi doit spirituellement se mettre au niveau divin pour pouvoir devenir plus fort. Et c'est ça aussi Dragon Ball Super, c'est que comparé aux autres arts martiaux,
Là, tu dois avoir un état d'esprit, un spiritualisme vraiment spécial pour acquérir une puissance divine. Enfin bref, c'est un bon chapitre, ça se met en place, mais je vous avoue que j'ai peur que ça parte en Mandalorian. J'ai pas envie que ça dénature Dragon Ball. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être bien foutu, donc ça passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.